Bonjour à toutes et tous et bienvenue pour ce Facebook Live d'échange sur le projet de loi Convention citoyenne pour le climat. Ce que je vous propose comme manière de fonctionner, c'est d'un peu avoir une réunion en deux parties. Une première partie sur la présentation des principales mesures de ce projet de loi et puis des explications un peu sur le processus démocratique un peu atypique sur ce projet pendant une dizaine de minutes, et après une deuxième partie qui sera dédiée à vos questions et réponses. Et donc vous pouvez d'ores et déjà poser des questions dans le chat et j'y répondrai juste après cette petite présentation. Donc commençons un peu cette présentation sur ce projet de loi. Comme vous le savez, la genèse de cette convention citoyenne pour le climat, elle date de ce moment où nous avons vécu la crise des Gilets jaunes avec, vous vous souvenez, l'augmentation de la trajectoire de taxe carbone qui prévoyait d'augmenter de 3 centimes le litre d'essence et de 1 centime le litre de diesel, qui a déclenché un phénomène de rejet massif de la population. Et donc suite à ça, le président de la République avait annoncé la création d'un grand débat national qui a réuni des centaines de milliers de personnes. Et à la suite de ce grand débat national, il a été décidé de mettre en place cette Convention citoyenne pour le climat, qui est la réunion de 150 citoyens qui sont représentatifs de la population française, qui ont été contactés pour faire partie de cette Convention citoyenne et qui ont travaillé pendant plus d'un an autour de 2019-2020 pour créer 149 propositions. L'idée étant de faire en sorte de remplir l'objectif que la France s'est fixé de réduire de 40% ses émissions de gaz à effet de serre en 2030 par rapport à 1990, le tout dans un esprit de justice sociale. Donc ils ont rendu 149 propositions en juin 2020 dernier. Et il est intéressant de voir un peu comment maintenant ces propositions ont un peu été mises dans les projets et quel est leur futur. Donc sur les 149 propositions, vous vous souvenez certainement que le président de la République a sorti ce qu'il avait appelé 3 jokers, parmi lesquels on peut citer la mesure la plus emblématique dans laquelle il avait utilisé un joker était l'abaissement de la vitesse maximale sur les autoroutes de 130 à 110 km/h, qu'il a estimé n'être pas tout à fait adapté à la situation en termes d'acceptation sociale. Et donc il reste 146 mesures qui sont détaillées dans la Convention citoyenne pour le climat. Il y en a 76 qui ont déjà été traduites dans la loi à travers différents projets de loi que nous avons votés au Parlement ces dernières semaines et ces derniers mois, notamment le budget pour 2021, le plan de relance, la loi d'orientation des mobilités ou la loi anti-gaspillage et économie circulaire. Enfin voilà, il y en a différents projets de loi qui ont été votés ces derniers mois et qui intègrent déjà les propositions de la Convention citoyenne. Il y a 15 dispositions réglementaires qui sont en cours de mise en œuvre. Alors il faut avoir à l'esprit que quand vous me prenez une disposition, soit elle est de nature législative et elle doit passer par la loi et par le Parlement, soit elle est de nature réglementaire et c'est l'exécutif qui, du fait de sa situation, peut d'ores et déjà les mettre en œuvre. Donc il y a 15 propositions réglementaires qui sont déjà mises en œuvre. Il y a 8 propositions qui sont du niveau européen ou international et le président de la République avait indiqué qu'il s'engagerait au niveau européen et international à les mettre en œuvre le plus rapidement possible, mais tout cela se faisant en concertation avec les autres pays, c'est forcément plus long et plus compliqué. Et il y a enfin donc 47 propositions qui sont reprises dans la loi climat et résilience qu'on explique ce soir et qui traduit véritablement le travail de cette convention citoyenne. Avant de rentrer véritablement dans le détail des propositions, ça me semble intéressant de repartir sur cette idée des 40% de baisse des émissions de gaz à effet de serre en 2030 par rapport à 1990, qui est un jalon que s'est posé la France avant d'atteindre en 2050 la neutralité carbone. Donc, il faut savoir déjà qu'aujourd'hui, donc si on prend l'année 2019, que vous retrouvez sur le graphique juste devant vous, donc en 2019, vous voyez qu'il y a le chiffre de 437 qui correspond à 437 millions de tonnes d'équivalent CO2. Ça veut dire que c'est la consommation de la France, de tout ce qui est produit en France, de tout ce qui est consommé en France, de toutes les activités qui sont en France. Ça a généré un total de 437 millions de tonnes de CO2 en 2019. Vous pouvez le voir par rapport à 2008, on est quand même en baisse importante de quasiment 100 millions de tonnes. Et quand on regarde par rapport à 1990, on a déjà baissé nos émissions de gaz à effet de serre de 20% en un peu plus en 30 ans. Et donc si on a baissé de 20%, ça veut dire qu'il nous reste 20% de baisse à opérer à horizon 2030. Donc vous voyez ici, en 2030, la donnée c'est 312, donc c'est ce qu'il faut que nous atteignions dans 10 ans. Et pour ça, il faut que nous ayons une baisse régulière, annuelle,
pour atteindre cet objectif. Et comme l'information a été donnée il y a quelques jours, je le rappelais, en 2019, on est à 437 millions de tonnes. C'est en baisse de 1,7% par rapport à 2018, sachant qu'en 2019, il faut se souvenir, même si ça nous paraît très très loin, c'était avant la crise du Covid, donc la baisse ne peut pas s'expliquer par la crise du Covid. Ça, ce sera une explication qui viendra pour l'année 2020. Mais en 2019, c'est vraiment le fruit de nos efforts, et notamment un des éléments marquants en 2019 qui explique ce résultat, c'est la fin du non-renouvellement des chaudières au fioul qui sont extrêmement consommatrices de carbone et qui ont permis d'être un peu en avance par rapport à l'objectif national de ce qu'on appelle la stratégie nationale bas carbone, sachant que donc du coup on est à 437 en 2019, on doit atteindre 312 en 2030 et en 2050 on doit atteindre la neutralité carbone. La neutralité carbone, ça ne veut pas dire zéro émission de gaz à effet de serre, ça veut dire qu'il faut que simplement les émissions de gaz à effet de serre soient compensées par ce que la nature peut emmagasiner comme CO2, et donc du coup le vrai chiffre que nous devons atteindre en termes d'émissions, c'est 80 millions de tonnes de CO2 en 2050 pour la France. Donc vous voyez que la marche est encore importante, mais le projet de loi climat et résilience, il permet justement, avec toutes les mesures qui ont été prises avant 2017, donc dans les précédents quinquennats, et depuis le début du quinquennat d'Emmanuel Macron, d'atteindre cet objectif. Un rapport qui sort aujourd'hui d'ailleurs du BCG indique que justement, avec la mise en place de toutes les mesures dont on va parler ce soir et toutes celles qui ont déjà été prises, si elles sont votées et elles sont mises en œuvre tel qu'il est prévu, nous pourrons atteindre cet objectif de 40% de réduction des émissions de gaz à effet de serre en 2030. Donc maintenant parlons un peu de ces propositions. Donc le projet de loi Convention citoyenne pour le climat, autrement appelé climat et résilience, il est réparti en 6 chapitres. Le premier chapitre, c'est le chapitre consommé. Et parmi les mesures un peu phares qu'il y a dans ce chapitre-là, c'est la création d'un CO2 score, d'un score carbone, qui sera mis en œuvre d'ici à 2024 et qui permettra pour tous les produits que vous pourrez acheter d'avoir un peu quel est son bilan climat et ainsi permettre un peu à l'image du Nutri-Score que vous puissiez en tant que citoyen, en tant que consommateur, pouvoir faire de meilleurs choix et inciter les acteurs économiques à un peu adapter leurs produits pour qu'ils soient les plus vertueux possibles. Ce CO2 score, il prend l'intégralité du cycle de vie du produit en considération, c'est-à-dire la création, l'énergie qu'il a nécessité pour être produit, les matières premières qui sont intégrées dans le produit, le transport du produit, et aussi le recyclage du produit. Vraiment, on prend en intégralité l'intégralité du cycle de vie du produit en considération pour construire ce CO2 score, et ce qui vous permettra demain, par exemple, quand vous êtes face à l'achat d'un micro-ondes X ou d'un micro-ondes Y, d'essayer de prendre le micro-ondes qui est le plus vertueux, et tout ça, ce sera sur l'ensemble des produits qui seront disponibles en France. Donc ça, c'est d'ici 2024, et ça va vraiment permettre d'avoir beaucoup plus de transparence vis-à-vis des citoyens et leur permettre de faire des choix les plus vertueux possibles s'ils estiment que c'est nécessaire. Mais ça, je pense qu'il n'y a pas trop de doute que tous les citoyens ont envie d'apporter leur pierre à l'édifice pour faire en sorte qu'on atteigne nos objectifs de transition écologique. Une autre mesure phare de ce projet de loi climat et résilience, c'est l'interdiction de la publicité pour les énergies fossiles et la mise en place d'une démarche par le CSA pour faire évoluer la publicité et pour qu'elle prenne en compte les enjeux liés au changement climatique et faire en sorte que tous les acteurs qui font de la publicité vraiment aient un message vertueux à porter aux citoyens qui regardent et qui écoutent ces publicités ou qui voient ces publicités pour faire en sorte que la transition écologique soit vraiment au cœur des messages publicitaires. Enfin, un autre sujet qui est extrêmement important, c'est le transfert aux maires du pouvoir de police en matière de publicité. C'est quelque chose qui est aujourd'hui fait par certaines mairies qui ont récupéré la compétence, mais ce n'est pas le cas pour toutes les mairies. Et donc dans le cadre de ce projet de loi, on donne la capacité à toutes les mairies d'avoir ce pouvoir de police et vraiment pouvoir gérer la publicité sur leur territoire, avec la possibilité notamment d'encadrer l'affichage publicitaire à l'intérieur des vitrines, notamment les écrans numériques qui sont tournés vers l'extérieur. Vous savez, ça se développe de plus en plus dans les vitrines, d'avoir non plus des affiches, mais des écrans qui diffusent des messages publicitaires et des images des produits. Et donc ça pourra être régulé demain par les maires directement. Autre volet de ce projet de loi climat et résilience, c'est le volet se déplacer, qui est un sujet qui est éminemment majeur, avec notamment le sujet du transport aérien. Vous le savez, le transport aérien à l'échelle mondiale, c'est 3% des gaz à effet de serre de la planète. Et donc c'est un sujet sur lequel, évidemment, on doit agir pour atteindre cette transition écologique. Dans ce cadre-là, la France va mettre en place une interdiction des vols aériens domestiques, donc c'est-à-dire au sein de la France métropolitaine, quand il existe une alternative en train en moins de 2h30. Pourquoi 2h30 ? Puisque ça correspond
a la capacité pour une personne de pouvoir partir le matin, faire des réunions professionnelles ou faire ce qu'il a à faire dans la ville où il va et pouvoir le soir être rentré chez soi. Et donc c'est pour ça qu'on a travaillé cette logique de 2h30 qui va permettre de supprimer un certain nombre de transports aériens, par exemple les Marseille-Lyon, les Paris-Bordeaux, les Paris-Nantes, les Paris-Lille, qui sont des trajets que vous pouvez faire assez facilement en TGV parce qu'on a un tissu de TGV qui est extrêmement bien développé et donc du coup l'alternative en avion aujourd'hui nous semble plus pertinente. Et donc ça va permettre de supprimer beaucoup d'avions dans le paysage national et ça va réduire jusqu'à 200 000 tonnes par an nos émissions de gaz à effet de serre. Autre obligation pour le secteur aérien, on va demander à chaque compagnie aérienne de compenser obligatoirement l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre de leur trajet en avion. Par exemple, si un trajet d'avion il coûte, je vais vous dire un chiffre au pifomètre, 23 tonnes de CO2, et ben, la compagnie aérienne sera obligée, pour tous les vols aériens domestiques, de compenser ces 23 tonnes de CO2 en investissant dans des arbres, des forêts et de l'emmagasinement du CO2 dans les sols pour faire en sorte que vraiment le secteur aérien soit compensé à 100%. On va également mettre en place des zones à faible émission de mobilité. C'est des choses qui existent déjà dans un certain nombre de territoires qui sont en train de les mettre en œuvre. C'est par exemple le cas de la métropole de Rouen. Et d'ici à 2025, 45 agglomérations qui ont plus de 150 000 habitants auront l'obligation de mettre en place ces zones à faible émission de mobilité. Concrètement, qu'est-ce que c'est ? C'est la capacité pour un territoire d'interdire l'accès au centre-ville, au cœur de la métropole, à certains véhicules qui sont les véhicules les plus polluants. Ainsi, ça va permettre de réduire la pollution de l'air et également inciter les différents acteurs, qu'ils soient privés ou particuliers ou entreprises ou associations ou toute autre personne morale, de faire en sorte d'adapter un peu ces flottes de véhicules. Seront interdits notamment les vignettes critères 3, 4 et 5, donc c'est vraiment les véhicules qui sont les plus anciens, qui sont des essences ou des diesels qui ont plus de 10 ans. Complémentaire à cette mesure de zone à faible émission, on va interdire la vente des véhicules neufs les plus polluants, donc ça va se faire en 2030. Donc ce sont ceux qui consomment plus de 123 grammes par kilomètre, pour vous donner un peu de technique. En gros, ce sont tous les véhicules qui sont aujourd'hui malucés, c'est-à-dire qui ont un malus quand vous les achetez chez votre concessionnaire. Donc on parle là vraiment des véhicules neufs, donc ça, l'information est transparente. Quand vous achetez un véhicule, vous savez s'il fait l'objet d'un bonus, ni de malus, ni d'un bonus ou d'un malus. Et donc, tous les véhicules qui sont aujourd'hui malucés ou qui seront malucés en 2023 seront interdits définitivement à la vente neuf en 2030, ce qui ne changera évidemment rien pour le marché occasion. Ils seront toujours disponibles pour l'occasion et ils seront évidemment véhicules éligibles aux zones à faible émission. Autre sujet majeur de cette loi climat et résilience, c'est évidemment le logement et puis tout ce qui est en lien avec le bâtiment. Par rapport au bâtiment, on se fixe un objectif extrêmement ambitieux de division par 2 du rythme d'artificialisation des sols. Qu'est-ce que c'est l'artificialisation des sols ? C'est la transformation d'une terre qui est aujourd'hui dédiée à la nature ou dédiée à une activité agricole pour faire un terrain qui est dédié à une activité commerciale, industrielle ou à des logements. Et donc la France aujourd'hui consomme énormément de terre. Par exemple en Normandie, ces 10 dernières années, on a consommé 20 000 hectares, ce qui correspond à peu près à un terrain de foot sur lequel on a construit des bâtiments toutes les 4 heures. Quand on voit ce chiffre-là, on se dit c'est quand même extrêmement important. Et donc, pour mettre un peu un frein à cette logique d'artificialisation, on va demander à chaque échelon, donc à l'État, aux régions et aux communes, de diviser par 2 l'artificialisation des sols pour vraiment limiter cette artificialisation et cette création de nouveaux bâtiments qui empêchent à notre terre de respirer et d'aspirer de l'air et d'avoir la nature qui prolifère, avec un objectif de long terme qui sera fixé aussi pour faire en sorte qu'on arrête d'artificialiser complètement les sols, mais là c'est plutôt à horizon 2040 et 2050. En lien avec cet objectif, on va interdire la création de nouvelles surfaces commerciales qui entraînent l'artificialisation des sols, et avec notamment une petite exception pour les bâtiments de moins de 10 000 m², mais uniquement dans les territoires où on n'a pas d'offres commerciales qui existent. Donc voilà, demain ce sera la fin des Ikea géants qui apparaissent dans nos territoires ruraux et sur lesquels il faut conduire pendant 20 minutes pour y aller et sur lesquels on peut certainement peut-être faire autrement aujourd'hui avec les technologies qui nous sont disponibles. Enfin, mesure essentielle, on va interdire dès 2028 la location de tous les logements
qui seront considérés comme des passoires thermiques. Donc, ce qui, en termes techniques, correspond aux classes F et G. C'est 5 millions de logements qui correspondent à cette catégorie de classification, dont 1,7 million de personnes qui en sont locataires. Et donc, à partir du moment où on interdit leur location en 2028, il est évident que ça va forcer les propriétaires à agir pour faire en sorte de rénover ces bâtiments, pour être sûr de ne pas perdre on va dire leurs produits et leurs produits d'épargne. Et donc, ça va vraiment être un élément extrêmement incitatif pour vraiment se débarrasser des passoires thermiques les plus énergivores de notre pays. Donc c'est un élément qui est absolument fondamental, sachant que dès 2023, l'ensemble de ces bâtiments qui sont des passoires thermiques ne pourront plus voir leur loyer augmenter. Vous savez que chaque année, les loyers augmentent peu ou prou en fonction de l'inflation, et donc tous les bâtiments qui seront des passoires thermiques ne pourront plus avoir accès à ça, encore là une fois, pour inciter les propriétaires à rénover leur logement, pour faire en sorte qu'on puisse économiser du CO2. Autre élément majeur de cette loi climat et résilience, c'est évidemment la partie alimentation. Dès le début du quinquennat d'Emmanuel Macron, nous avions voté une loi qui s'appelle Agriculture et Alimentation, ou loi Egalim, dans laquelle nous avions proposé la mise en place d'un choix végétarien dans les cantines publiques, les restaurations collectives, donc tout ce qui est école et EHPAD, avec un choix végétarien par semaine. Dans cette loi, on va plus loin, puisqu'on s'est rendu compte que la mesure était grandement acceptée et elle était positive et elle montrait ses effets positifs. Nous allons maintenant aller plus loin et expérimenter pendant les 2 prochaines années, après le vote de la loi, le choix végétarien tous les jours dans la restauration collective et publique. Et à l'issue de ces 2 ans d'expérimentation, si l'expérimentation est positive, c'est-à-dire en termes d'apport nutritionnel, de gaspillage alimentaire, de coûts pour les usagers et de fréquentation des restaurants, eh bien, la mesure sera généralisée dans toutes les écoles et dans tous les EHPAD et dans toute la restauration collective. Autre élément que nous avions voté dans la loi Agriculture et Alimentation, c'était la mise en place de 50% de produits durables et locaux et 20% de bio dans toute la restauration collective publique. Donc là aussi, les écoles et les EHPAD. Avec cette loi climat et résilience que nous allons voter dans les prochaines semaines, on va plus loin et on va permettre à l'ensemble de la restauration, qu'elle soit publique ou privée, d'obliger d'avoir ces critères de sélection de produits de qualité. Il faut quand même savoir aujourd'hui que la restauration collective, c'est plus de 3 milliards de repas par an, ce qui correspond à 50 repas par Français et par an. Donc c'est à peu près 4% du total des repas et de l'alimentation en France. Donc c'est un véritable effet de levier pour vraiment enclencher une dynamique positive et faire en sorte que nos produits locaux, durables, qui ont des labels de qualité, puissent vraiment s'installer durablement dans notre alimentation et que les Français prennent des réflexes de pouvoir vraiment s'alimenter avec des produits de meilleure qualité et aussi faire baisser les coûts de ces produits pour faire en sorte qu'ils soient accessibles au plus grand nombre. Autre élément important de notre loi climat-énergie et qui sera le dernier volet que je vous présenterai ce soir, c'est le volet constitutionnel. Nous allons notamment créer un délit d'écocide. Alors qu'est-ce que c'est le délit d'écocide ? C'est un délit que nous allons intégrer dans notre législation qui va punir les personnes morales et physiques, donc c'est-à-dire les citoyens ou les entreprises, les associations ou même l'État, qui causeraient des dégâts volontaires, graves et durables en environnement, avec des sanctions qui sont vraiment extrêmement fortes, puisque ça peut aller jusqu'à 10 ans d'emprisonnement, jusqu'à 4,5 millions d'euros d'amende et jusqu'à 10 fois le bénéfice obtenu en portant atteinte à l'environnement. Pour vous donner un exemple concret, si par exemple j'ai des produits chimiques usagés, normalement je suis censé les recycler en allant dans une entreprise qui fait ça, qui a pignon sur rue. Si jamais j'étais amené volontairement à déverser ces produits chimiques dans la nature, si jamais je commets un délit d'écocide, et donc je pourrais être jugé pour ça, et je devrais payer 10 fois le prix que ça m'aurait coûté de recycler ces matériaux chimiques. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement coercitif et qui va vraiment permettre de donner un cadre juridique très solide et très incitatif à ce que tout le monde soit effectivement vertueux. Enfin, dernière mesure qui a été annoncée par le président de la République l'été dernier, l'organisation d'un référendum pour intégrer dans le premier article de la Constitution le principe selon lequel la France, et je cite, « garantit la préservation de l'environnement et de la diversité biologique et lutte contre le dérèglement climatique ». Alors ça, c'est
extrêmement fondamentale et je vais vous expliquer très rapidement pourquoi. Aujourd'hui, dans notre droit, dans notre constitution, nous avons un annexe qui s'appelle la Charte de l'environnement. Mais cette Charte de l'environnement, elle ne prend pas forcément en considération la diversité biologique, donc ce qu'on appelle la biodiversité, et la lutte contre le dérèglement climatique, donc la lutte contre le réchauffement climatique. Et donc, en intégrant, en plus de cette annexe, qui est la Charte de l'environnement, dans le premier article de la Constitution, vraiment le socle de base, en même temps que les valeurs fondamentales que sont la liberté, l'égalité et la démocratie, d'intégrer ces principes fondamentaux en termes d'environnement et de climat, ça va vraiment lui donner un corps extrêmement important et sur lesquels ensuite l'ensemble des lois qui seront votées par tous les gouvernements et tous les parlements qui se succéderont une fois que cet article 1 aura été amendé, et ben, toutes les lois qui seront votées devront respecter ces principes de garantie de la préservation de l'environnement, de diversité biologique et de lutte contre le réchauffement climatique. Nous ne pourrons plus ensuite voter, nous serons pieds et poings liés, nous serons obligés d'avoir des mesures qui sont positives pour ces 3 dimensions. C'est un changement qui est absolument majeur. Nous sommes, je crois, le pays dans le monde qui est le plus en avance sur cette thématique-là et qui va vraiment profondément transformer notre droit et notre manière de légiférer. Et donc, quand ce référendum sera proposé aux Français, après, vous savez, pour qu'un référendum puisse être proposé aux Français, il faut que le Parlement ait voté dans les mêmes termes, donc Parlement, Assemblée nationale et Sénat, il faut qu'il ait voté dans les mêmes termes, la même disposition, puis qu'ils se réunissent en congrès avant ou comme l'a proposé le président de la République, mais être mis au référendum direct par le peuple français. Donc c'est un élément qui sera vraiment majeur, qui va permettre de changer profondément notre législation en France. Voilà pour la présentation un peu des principales mesures que je voulais vous présenter ce soir. Et maintenant, je vous propose de passer aux questions. Alors attendez, je me mets un petit peu plus gros pour que vous puissiez éventuellement voir. Et donc je vais passer aux questions. Alors... Donc, il y a une question de Philippe qui parle des zones à faible émission, l'interdiction de circulation en 2025 pour les vignettes critères 3 et plus toute l'année ou pendant les pics de pollution. Alors effectivement, en 2025, les zones à faible émission s'appliqueront, donc, comme je l'ai dit, sur les 45 agglomérations de plus de 150 000 habitants et elle s'appliquera toute l'année. Pas uniquement les jours de pic de pollution, mais effectivement toute l'année. Après, chaque territoire pourra mettre en place des règles un peu spécifiques suivant les situations, mais c'est bien toute l'année que certaines vignettes critères seront interdites, les vignettes critères 5, 4 et 3, sachant que pour mettre en place ces zones à faible émission, l'État a mis en place des mesures très importantes pour accompagner les citoyens pour changer leur véhicule. Il y a notamment cette prime à la conversion qui, quand vous changez un véhicule ancien qui fait partie de ces vignettes 3, 4 et 5 pour acheter ou bien un véhicule neuf ou bien un véhicule d'occasion, vous avez un accompagnement financier. Après, ça dépend évidemment de votre situation sociale, de vos revenus, du nombre d'enfants, de votre situation matrimoniale, mais vous êtes vraiment accompagné financièrement très fortement. Et si vous achetez un véhicule électriques, par exemple, qui sont les véhicules les plus propres, vous avez un accompagnement, donc avec, en plus de la prime à la conversion, vous avez un bonus écologique qui aujourd'hui est de 7 000 €. Et toutes les personnes qui vivent ou travaillent dans les zones à faible émission disposent de 1 000 € supplémentaires d'accompagnement par l'État pour changer de véhicule, auquel s'ajoutent 1 000 € qui peuvent être donnés par votre territoire. Ce qui veut dire que si vous ajoutez le bonus écologique, plus l'accompagnement spécial des ZFE, donc 7 000 € plus 2 000 €, plus la prime à la conversion qui peut aller jusqu'à 5 000 €, vous pouvez avoir 14 000 € de réduction, jusqu'à 14 000 € de réduction, si évidemment vous allez vers le véhicule le plus vertueux, d'accompagnement pour changer de véhicule. Il faut avoir à l'esprit, par exemple, que dans quelques semaines va sortir le véhicule de Dacia qui s'appelle la Dacia Spring, qui est un véhicule 100% électrique, 4 places, avec un coffre tout à fait raisonnable, avec plus de 150 km d'autonomie, et il va être proposé à peu près entre 10 et 15 000 €. Donc vraiment, avec l'accompagnement financier, vous êtes vraiment là dans un accompagnement qui est très fort et qui peut, pour certains véhicules, vous permettre de remplacer, sans que ça vous coûte très cher, votre véhicule, sachant que, évidemment, qui dit véhicule avec une vignette critère plus favorable, dit aussi moins de consommation au quotidien, au jour le jour. Ensuite, j'ai une question de Christophe qui demande: que comptez-vous faire pour faire payer les industriels de votre circonscription qui ont pollué des dizaines de milliers de personnes? Alors, je crois que
là-dessus, ce qui est important, c'est que notre droit national oblige le principe de pollueur-payeur. C'est-à-dire tout industriel qui a pollué un territoire doit absolument rembourser l'impact environnemental qu'il a pu avoir sur un territoire. Par exemple, les dommages les plus graves et intentionnels sur l'environnement sont passibles d'une peine maximale jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende. Et ça, c'est sans compter le délit d'écocide qu'on est en train de créer et qui ira beaucoup plus loin, comme je l'ai exposé en introduction. Dans votre question, Christophe, il y avait aussi, Lubrizol a-t-il payé une taxe carbone pour son gigantesque incendie? Alors, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est qu'aujourd'hui, l'enquête judiciaire sur Lubrizol n'est pas encore définie, elle n'est pas terminée, et on ne sait pas qui est responsable de l'incendie. Et donc, il n'y a pas encore de caractère intentionnel à n'importe quel incendie, et selon des informations qui ont pu être diffusées dans la presse, parce que évidemment, je suis comme tout le monde, je n'ai pas accès aux éléments judiciaires, puisque là-dessus, il y a une séparation du pouvoir législatif, du pouvoir exécutif et du pouvoir judiciaire, donc tout ça est absolument indépendant. Donc moi, je n'ai pas plus d'informations que quiconque, mais je sais que Le Monde a sorti un article il y a quelques mois maintenant qui exposait qu'éventuellement, l'incendie aurait pu être généré par des vêtements qui étaient mis à sécher sur des radiateurs du côté de Normandie Logistique, et comme vous savez, est l'entreprise qui était attenante à Lubrizol, et c'est comme ça que, d'un banal incendie, ça aurait généré cet incendie extrêmement impressionnant à voir. Sachant que, vous savez aussi, nous sommes en pleine toujours enquête, là plutôt épidémiologique et sanitaire, pour savoir un peu quel a été l'impact de l'incendie sur la santé des habitants. On sait que sur la santé à court terme, il n'y a pas eu de problème particulier de constater, il n'y a pas eu de pollution de notre environnement, et être à Rouen ce jour-là ne semble pas avoir posé de problème particulier pour notre santé à long terme, même si effectivement il pouvait y avoir des conséquences en termes de difficulté à respirer, notamment pour les personnes qui étaient asthmatiques ou autres. Et donc là-dessus, c'est extrêmement important de l'avoir à l'esprit. À court terme, il n'y a pas eu de risque particulier à être sur le territoire ce jour-là, et on est en train de regarder maintenant, et on va regarder pendant 20 ans un peu les résultats épidémiologiques, les éléments de santé des habitants de la métropole et du département et de la région Normandie, pour voir si effectivement cet incendie va avoir un impact sur les cancers, sur les fausses couches, sur tout ça. Mais a priori, il n'y a pas d'inquiétude, mais il faut quand même le vérifier de manière scientifique et statistique, et donc ça sera fait pendant les 20 prochaines années, mais à ce stade, on croise les doigts, les éléments sont plutôt intéressants. Alors, j'ai maintenant une question de Maxime, qui dit « Bonjour monsieur le député, il y a déjà des sanctions prévues pour les atteintes à l'environnement sans trop de succès. Comment cette proposition fera évoluer la situation ?» Alors effectivement, aujourd'hui, il y a déjà un cadre législatif qui existe sur les sanctions sur les atteintes à l'environnement, et comme je le rappelais, 3 ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende. Et la difficulté que l'on a, c'est effectivement faire en sorte de constater une situation d'atteinte à l'environnement. Et donc ça, évidemment, c'est comme il faut dans le pays démocratique qu'est le nôtre, un peu, on ne peut pas juger sur pièce et sur place, sur des sentiments, etc. Il faut des preuves irréfutables. Et donc c'est ça qui est le plus difficile à constater. Donc ça fait partie des éléments effectivement sur lesquels il faut avancer. Mais toutes les personnes qui font une atteinte à l'environnement, généralement on arrive à les retrouver. On peut citer par exemple ces exemples d'artisans qui peuvent parfois dans le bâtiment, ça s'est arrivé par le passé, un peu déposer leurs déchets dans le bas-côté, parce que dans certains territoires, par exemple, ils n'avaient pas toujours accès aux déchetteries, donc du coup il fallait qu'eux ils payent pour déposer leurs déchets, donc ça avait occasionné quelques dépôts sauvages, et donc généralement on peut arriver à les retrouver en menant une enquête judiciaire. Et donc demain, avec vraiment le délit d'écocide, on va vraiment beaucoup plus loin en termes de sanctions, et ces personnes-là, c'est vraiment dissuasif pour faire en sorte d'éviter que les personnes aient recours à ce type de pratique. Parce que voilà, plus la peur du flic, si je puis dire, sera présente, plus les personnes seront incitées aussi à avoir des comportements vertueux. J'ai maintenant une question d'Éric à propos du contournement est de Rouen. Donc, pour les personnes qui n'auraient pas suivi l'actualité ces derniers jours, même si je doute que ce soit le cas, donc la métropole de Rouen a indiqué lors d'un conseil métropolitain en début de semaine qu'elle ne souhaitait plus soutenir financièrement le projet, ce qui le remet en cause puisque la métropole, enfin la région, l'État et le département ont indiqué eux qu'ils souhaitaient soutenir ce projet, et le conseil métropolitain jusqu'à maintenant soutenait le projet.
Mais la nouvelle majorité semble avoir plus de difficultés à soutenir ce projet. On sait tous pourquoi. Il y a eu il y avait une difficulté électorale du candidat socialiste à la mairie de Rouen. Et donc, pour essayer d'attraper les électeurs écologistes, a proposé ce retournement de veste, si je puis dire, à propos du contournement Est, qui lui a permis aussi de négocier un accord de deuxième tour avec les écologistes. Et voilà, donc l'intérêt électoral a un peu primé sur l'intérêt général, ce que je regrette très fortement. Et moi, j'appelle maintenant l'ensemble des élus, des citoyens, des représentants du monde économique, associatif, à se mobiliser pour demander, parce que les sondages montrent qu'il y a un large consensus pour faire ce projet et parce que la métropole jusqu'à maintenant soutenait ce projet, à ce qu'on puisse en appeler directement à une consultation publique, à un référendum d'initiative locale, pour demander aux citoyens de la métropole de Rouen de s'exprimer sur le sujet et de savoir s'ils veulent ou non que ce projet puisse avoir lieu. C'est des choses qui sont possibles et rendues possibles par notre droit, avec une ordonnance de la loi Macron 2016 qui rend possible ce type de consultation sur des projets très spécifiques, des projets d'infrastructure qui sont portés par l'État, qui ont reçu une déclaration d'utilité publique. Et donc, ce contournement Est de Rouen fait partie des dossiers qui sont éligibles à ce type de consultation qui est évidemment portée par l'État. Donc l'État participe et organise le débat et avec dans des conditions évidemment de strict respect des avis de chacun et d'une campagne digne et démocratique, avec en plus l'appui du Conseil national du débat public, qui, comme vous savez, c'était elle qui avait organisé le grand débat national et puis qui organise tous les débats d'échange sur les projets d'infrastructure et qui peut être mobilisée pour organiser cette consultation. Voilà, moi maintenant j'appelle l'ensemble vraiment des parties prenantes du territoire à se saisir de cette opportunité d'organiser un référendum d'initiative locale pour que simplement les citoyens puissent s'exprimer sur ce projet, qui est un projet qui est extrêmement important et sur lequel je pense que toutes les réalités n'ont pas forcément été bien toujours partagées avec les citoyens, même s'ils sont bien au courant de l'impact positif au niveau économique, de l'impact au niveau environnemental et puis des conséquences positives aussi environnementales que ça permettra pour notre territoire en termes de pollution de l'air, en termes de trafic, en termes de développement des mobilités douces et des mobilités collectives. Je pense qu'ils ont bien compris qu'il y avait un péage aussi. Donc voilà, je pense que les citoyens sont bien informés, c'est d'ailleurs pour ça qu'ils soutiennent fortement le projet à entendre les sondages et je pense qu'il est important sur un projet d'une telle importance et qui suscite autant d'opposition et d'intérêt électoral pour certains qu'on puisse en passer par un référendum local pour qu'on puisse vraiment avoir le point de vue sur le sujet. J'ai maintenant une question de Samia qui, pour être totalement transparent, est aussi ma suppléante. Est-ce le moment où l'aéronautique est en difficulté de mettre une taxe sous forme d'un montant de l'éco-contribution sur les billets d'avion? Alors là-dessus, sur le secteur aérien, on est bien conscient évidemment qu'effectivement, à cause de cette crise de la Covid-19, le secteur aérien souffre grandement de la situation. Et il faut quand même avoir à l'esprit que la France, avec les États-Unis, est le seul pays au monde à pouvoir réaliser un avion de A à Z. Nous sommes capables de faire et les ailes, et le cockpit, et les moteurs, et tous les éléments de la chaîne de valeur. Il n'y a que 2 pays au monde qui sont capables de faire tous les éléments d'un avion. C'est les États-Unis, qui est légèrement plus grand que nous, et puis la France. Et donc c'est un secteur d'activité qui en France est extrêmement important, qui concerne des centaines de milliers d'emplois, qui correspond à une grande partie de notre PIB. Donc effectivement, on ne peut pas abandonner cette filière aéronautique et mais par contre, on doit lui permettre de pouvoir s'adapter à la réalité d'aujourd'hui, qui est cette transition écologique et cette nécessité impondérable pour l'humanité d'atteindre la neutralité carbone en 2050, parce que c'est la condition sine qua non pour qu'on puisse limiter la hausse des températures à l'échelle du globe à 2 degrés, comme les accords de Paris nous y invitent, avec surtout la volonté de ne pas être uniquement à 2 degrés, mais d'essayer de le limiter carrément à 1,5 degré. Et donc c'est pour ça que dans le cadre du plan de relance de l'économie française, la filière aéronautique est une des filières qui est beaucoup accompagnée. Plus de 15 milliards d'euros d'aides sont mis en place pour faire en sorte de développer l'avion du futur qui pourra être soit avec des biocarburants, soit avec de l'hydrogène, soit un mélange de tout ça, le tout étant d'arriver à faire voler ces premiers avions à partir de 2035 avec des nouvelles motorisations
parce que le secteur aérien a fait beaucoup d'efforts pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Et si vous regardez en 30 ans, les émissions de gaz à effet de serre pour un avion de 100 places, ça a été divisé par, je crois, par plus de 2, voire 3, voire 4. Je n'ai pas le chiffre exact, mais ça a été très important, les économies qu'ils ont fait à chaque étape pour faire en sorte d'être le plus efficient possible. Malheureusement, l'avion, ça consomme du kérosène, qui est un produit extrêmement carboné, et évidemment, ce n'est pas durable très longtemps. Et donc, il faut absolument arriver à accompagner cette filière pour vraiment qu'elle puisse demain être pertinente et adaptée à cette logique de transition écologique. C'est pour ça aussi que dans le cadre du plan de relance, on a un peu fait un deal avec les compagnies aériennes et avec l'industrie et la filière aéronautique on supprime les vols intérieurs domestiques là où de toute façon on sait qu'il n'y a pas d'avenir et que c'est pas en adéquation avec nos objectifs de transition écologique, mais on accompagne la filière pour faire en sorte que demain, puisqu'il y aura toujours de l'avion, il y aura toujours des vols transatlantiques, des vols pour aller en Asie, en Afrique et ailleurs. C'est important de connecter le monde à travers notamment des avions, parce qu'on n'a pas d'autres technologies aujourd'hui qui existent pour faire autrement et qui est aussi efficace. Et donc voilà, il y a vraiment un deal qui est fait pour faites votre transition et pour faire en sorte qu'on puisse arriver à maintenir une activité industrielle aéronautique dans notre pays et dans l'Union européenne, sachant que voilà, sur les mesures dans le secteur aérien, on a vraiment adapté les choses pour faire en sorte que véritablement les éléments aéronautiques, notamment effectivement la mise en place de la compensation carbone des compagnies aériennes se fasse au moment de la reprise du secteur aérien. Pas le faire tout de suite alors que vous avez très peu de vols d'avion, mais vraiment quand la reprise sera là, quand la crise de la Covid-19 sera véritablement derrière nous. Ensuite, il y a une question toujours de Samia sur les engrais azotés. Est-ce que cette idée de taxation des engrais azotés est toujours d'actualité et quelle est la position de l'Europe et va-t-elle l'accepter ? Effectivement, j'en ai pas parlé dans les principales mesures que j'ai développées, mais parce qu'il y a 56 articles dans le projet de loi climat et résilience et 47 mesures vraiment qui sont reprises de la Convention citoyenne pour le climat. Et donc effectivement, la taxation et la réduction des émissions liées à l'utilisation des engrais azotés avec le déclenchement d'une taxe à partir de 2024 est prévue. Il s'agit de définir un objectif de réduction de 13% des émissions d'ammoniac en 2030 par rapport à 2005. Et à partir de 2024, si les objectifs de la filière ne sont pas tenus, effectivement, il y aura une taxation des engrais azotés qui sera mise en place au niveau européen. Et ça fera partie des éléments que la France va apporter au niveau européen. Vous savez qu'au premier semestre 2022, la France sera président, va gérer, il y aura une présidence tournante de l'Union européenne qui sera donnée à la France pendant 6 mois. Ça a été l'Allemagne au deuxième semestre 2020 et la France le sera au premier semestre 2022. Ça fait partie des sujets que nous mettrons à l'ordre du jour. Alors j'ai maintenant une question de Philippe qui demande, nous avons le deuxième espace maritime au monde, et nos engagements vont-ils être à la hauteur de notre espace maritime ? Ça va même plus loin parce que si la France est effectivement le deuxième espace maritime au monde, notamment grâce à l'apport très important de nos outre-mer qu'on ne mesure jamais assez, mais la France est un des rares pays à être présent sur les 5 continents à travers les différents territoires qui la composent. Et dans ce territoire national, nous avons en plus la Normandie qui a la surface maritime aussi la plus importante, avec, comme vous le savez tous, les ports d'Aropa, donc Aropa qui va officiellement fusionner pour ne faire qu'une entité unique à partir du 1er juin 2021 et qui regroupera les ports de Paris, de Rouen et du Havre. Le port du Havre étant notre principale porte d'entrée en France de tous les pays, de tous les produits qui viennent d'Asie, d'Afrique, d'Amérique. Et donc effectivement, c'est un enjeu qui est absolument majeur et sur lequel la France est extrêmement avancée. Elle soutient notamment une initiative qui est d'ailleurs partagée par CMA-CGM, qui est, vous savez, un des grandes entreprises du secteur du transport de marchandises par porte-container dans le monde, notamment sur l'abaissement de la vitesse des navires. Parce que, si vous voulez, les navires de transport de marchandises, quand on est à l'échelle d'un conteneur, ça consomme peu, mais quand on regarde d'un point de vue du bateau, la consommation est non négligeable. Et donc,
si on réduit la vitesse de quelques nœuds, parce qu'en secteur maritime on parle en nœuds et pas en kilomètres, et ben on peut agir fortement sur les émissions de gaz à effet de serre. Et donc l'engagement est pris au niveau de ce qu'on appelle d'une organisation internationale maritime qui s'appelle l'OIH, de faire en sorte de baisser la vitesse de tous les navires pour réduire fortement l'impact des émissions de gaz à effet de serre, le tout vraiment à l'échelle de tous les pays, et pour un impact en termes de temps de transport qui n'est pas si important que ça. On perd une semaine, mais sur un voyage qui fait déjà 4 semaines, donc une semaine en plus, ça ne fait pas forcément la plus grande partie du problème. Et donc dans le cadre du plan de relance, ça fait vraiment partie des éléments, le transport fluvial, le transport maritime, des éléments majeurs, parce que c'est aussi un élément très fort de notre transition écologique, faire en sorte que le transport soit pris en considération. Et donc on veut notamment développer aussi le fret ferroviaire, mais là c'est plus pour les transports évidemment, une fois que le container est arrivé en France, mais parce qu'il faut avoir à l'esprit qu'aujourd'hui la problématique du port du Havre, c'est qu'il est en concurrence avec des ports, ce qu'on appelle du range nord, donc notamment Anvers et Rotterdam, et que voilà, il faut qu'on puisse renforcer notre attractivité, parce que naturellement la logique des industriels ce serait d'arriver au port du Havre pour desservir toute l'Europe de l'Ouest, mais pour différentes problématiques, que ce soit en termes de coûts, que ce soit en termes de conditions sociales, avec parfois des grèves, etc., qui fait qu'on n'est pas assuré d'avoir un service à 100% efficace tous les jours. Donc du coup, on préfère aller là où peut-être que ça nous coûterait un peu plus cher, mais au moins on est sûr d'avoir 100% des jours de l'année un service assuré. Ça peut avoir des conséquences majeures pour toute la filière. Et on agit aussi pour avoir une transition écologique de la manière dont les navires utilisent du carburant aujourd'hui. Donc c'est du fuel brut qui est utilisé dans les navires. On est en train de développer du GNV, aussi de l'hydrogène demain, pour faire en sorte que les navires évidemment soient beaucoup moins consommateurs de CO2, moins générateurs de CO2 que ce que c'est le cas aujourd'hui. J'ai maintenant une nouvelle question concernant les délits d'écocide. N'allons-nous pas bloquer d'éventuels investisseurs? Je me fais l'avocat du diable. N'allons-nous pas à l'encontre de l'attractivité française? Ça fait partie des éléments, effectivement, en tant que législateur, qu'on regarde énormément. Et moi, j'aime bien toujours me référer à quand j'étais petit, quand on m'a appris tout un tas de choses, et notamment la problématique du dérèglement climatique. On nous expliquait le concept de développement durable. Le développement durable, c'est la prise en compte de différentes composantes de la vie pour réfléchir à des sujets. Donc notamment, le développement durable, c'est prendre en compte l'économie, le social et l'environnemental. Et effectivement, sur le délit d'écocide, il faut prendre en considération la problématique environnementale, mais également les impacts que ça peut avoir au niveau économique, c'est-à-dire l'attractivité de la France, et du coup au niveau social, c'est-à-dire la capacité à ce que chaque citoyen puisse pouvoir vivre avec un travail décent dans notre pays. Et donc, là-dessus, c'est pour ça que nous travaillons vraiment véritablement sur le délit d'écocide, sur le côté volontaire du délit, parce que il est important qu'effectivement n'importe quelle entreprise ne puisse pas être accusée de délit d'écocide pour tout et n'importe quoi, ou n'importe quelle autre entité, d'ailleurs pas forcément que l'entreprise, mais c'est naturellement vers elle qu'on se tourne. Et vraiment, le délit d'écocide est très précis, c'est vraiment une volonté, donc c'est intentionnel, il faut que ce soit vraiment grave, et il faut que ce soit durable pour vraiment être la cible d'un délit d'écocide, sachant que ce que nous développons en France, il est fortement possible que ça puisse être repris à moyen terme au niveau européen, et puis dans d'autres pays du monde. C'est vraiment une logique dans laquelle l'humanité s'inscrit vraiment aujourd'hui pour éviter ça. J'ai maintenant une question de Jacques. Alors, ces mesures sont-elles acceptées dans tous les pays de l'Union européenne? Distorsion de concurrence et compétitivité. Les arbitrages, alors c'est un petit peu long, les arbitrages sur les nouveaux projets vont être de plus en plus difficiles. La grille de lecture sur les incidences environnementales sera très subjective. Par exemple, conféré au contournement S détruit par des considérations écologiques non rationnelles telles que l'écocide, même si c'est faux, l'opinion publique adhère, donc risque de blocage et difficulté pour créer de la valeur. Alors, là-dessus, ça fait partie des éléments qu'on regarde toujours énormément. Je reviens à la définition tout à l'heure du développement durable. Déjà, il y a des mesures dans les 146 mesures de la Convention pour le climat qui relèvent du niveau européen. C'est-à-dire que vraiment le bon niveau pour mettre en place une mesure, c'est le niveau européen. On peut citer par exemple la mise en place
d'une taxe carbone aux frontières. C'est ce que si on l'avait fait nous seuls, Français, ça n'aurait pas marché. On aurait eu des distorsions de concurrence majeures, des augmentations de barrières douanières en France pour mesures de compensation, etc. Donc c'était pas acceptable. Par contre, si on le fait au niveau européen, on peut vraiment avoir un impact très fort. Et c'est quoi et donc c'est ce que nous sommes en train de travailler au niveau européen, de mettre en place une taxe carbone aux frontières qui va permettre de surenchérir le coût des produits qui viennent notamment d'Asie, parce qu'on a très peu de produits qui viennent des Amériques, mais il y a beaucoup de produits qui viennent d'Asie et qui sont victimes effectivement du dumping social, du dumping fiscal, et j'en passe et des meilleurs, et qui du coup viennent envahir nos contrées européennes. On peut citer par exemple l'exemple des pneus. On a beaucoup de pneus qui se développent en Union européenne, qui sont construits, fabriqués en Asie pour pas cher, avec des subventions publiques, et qui du coup qui viennent pénétrer notre marché, et qui posent beaucoup de problèmes à la filière des pneus. Et là je vous renvoie à la fermeture de Bridgestone, aux difficultés aussi du groupe Michelin, parce que voilà, en Europe on consomme de plus en plus de pneus bas de gamme, pas chers, asiatiques, et qui sont subventionnés par la Chine notamment. Et donc là, il y a des sujets qui effectivement relèvent du niveau européen, et d'autres sujets qui relèvent du niveau national. Et évidemment les problématiques de distorsion de concurrence et d'attaque à la compétitivité de notre pays sont des sujets qui sont extrêmement importants et regardés sur toutes les mesures. Et c'est pour ça que vraiment à chaque fois on fait en sorte de regarder ces sujets-là et de faire en sorte de toujours garder en ligne de mire qu'il faut que nous ayons l'économie la plus attractive d'Europe, parce que c'est ce qui permettra de redresser notre économie, de réduire fortement le chômage, d'avoir plus de salariés au travail, qui du coup permettra d'avoir beaucoup plus de cotisations sociales et de payer notre système de redistribution, et aussi de financer cette transition écologique. Et donc il y a vraiment un cercle vertueux que depuis 3 ans nous essayons de mettre en place avec le président de la République, le gouvernement et puis la majorité parlementaire, qui avait plutôt réussi, même si là effectivement tout est un peu plus flou avec cette crise économique, mais tout ce qu'on est en train de mettre en œuvre avec le plan de relance, avec les mesures économiques et les 100 milliards qu'on met pour transformer notre économie pour le long terme, pour faire en sorte de préserver les emplois, de miser sur l'industrie de demain, sur les entreprises et les emplois de demain, sur la nouvelle économie, vont permettre de pouvoir prendre en considération ces éléments. Et c'est aussi pour ça que la plupart des combats que la France porte et met en place pour elle-même, en même temps, elle les défend aussi au niveau européen pour que l'ensemble des pays européens puissent aussi l'avoir à l'esprit. J'ai maintenant une question de Patrick qui indique que les maires du Havre, de Rouen, de Paris se rencontrent demain pour discuter de l'axe Seine. Les parlementaires sont-ils invités ? Absolument pas. Et effectivement, les parlementaires ne sont pas du tout conviés à cette rencontre. J'ai maintenant une question de Michel qui dit « Le diesel sera-t-il réellement interdit dans Rouen, devenu ZFE, et à partir de quand ? Si oui, quelles mesures pour tous ceux, notamment les plus modestes, qui ne pourront plus aller à Rouen et qui auront une voiture invendable ?» Alors sur la ZFE de Rouen, je n'ai pas les conditions exactes de mise en œuvre qui sont en train d'être mis au niveau de la métropole de Rouen. Je crois qu'il n'est pas prévu que le diesel soit interdit à très court terme, mais effectivement, je pense qu'au plus tard en 2025, ce sera le cas, puisque les diesels, sauf à être corrigés, il me semble qu'ils bénéficient tous de vignettes critères qui sont 3 ou plus. Et il n'y a pas de véhicule diesel qui serait critère 2, mais là je vous dis un élément et je ne suis pas complètement sûr de moi. Donc voilà, donc je pense que à horizon 2025, enfin avant 2025, il est possible que ce ne soit pas interdit, mais effectivement, de toute façon, il faut partir du principe que le diesel, ce n'est pas l'avenir de ce pays, parce que ça rejette énormément de polluants, notamment les vieux diesels, et qu'ils ont vraiment vocation à disparaître, qu'on soit la dernière génération de diesel, à part pour des usages très spécifiques. Mais voilà, je pense que ça va avancer très rapidement. Et donc pour les mesures, notamment pour les plus modestes, pour effectivement tenir compte de cette situation et de l'interdiction de l'accès au cœur des centres-villes pour les ménages qui ne pourraient pas forcément changer de véhicule, déjà il faut donner les moyens aux personnes de changer de véhicule. Donc c'est pour ça que je vous rappelle ce que j'ai expliqué en introduction, le bonus écologique, le surbonus dans les zones ZFE si vous vivez dans la zone ou si vous travaillez dans la zone, plus la prime à la conversion si vous avez un véhicule qui est ancien et pour le remplacer par un véhicule soit d'occasion, plus récent, soit neuf, vraiment vertueux.
Et ça, c'est la première chose, c'est permettre aux citoyens qui ont un véhicule et qui ne peuvent pas s'en passer de pouvoir changer de véhicule pour un coût le plus serré possible. Et ensuite, il y a évidemment trouver des alternatives à la voiture individuelle pour permettre de venir en centre-ville différemment. Et donc là, c'est tout ce qu'on est en train de mettre en œuvre aussi pour développer les parkings relais. Ça fait partie d'une mesure du projet de loi climat et résilience, de développer les parkings relais pour que vous puissiez vous garer en entrée de ville. Par exemple, c'est le cas si vous êtes un citoyen en dehors de la métropole et que vous arrivez par le nord, vous pouvez vous garer au niveau des docks 76 et après vous avez accès avec le Théor à l'ensemble du centre-ville pour assez facilement. Ou c'est pareil aussi au niveau du Zénith de Rouen, vous pouvez accéder à un parking relais et vous garez votre voiture, vous avez un ticket de bus et après vous pouvez bénéficier de l'ensemble des facilités du centre-ville avec la ligne Théor qui vous emmène en 20 minutes partout dans le centre-ville. Développer aussi les vélos, enfin développer toutes les alternatives à la mobilité individuelle et qui permettent de plus facilement accéder aux villes, mais forcément un peu différemment. Alors j'ai maintenant une question de Jean-Rémy. Pourrait-on exposer les enjeux du plan Hercule concernant la restructuration d'EDF dans le cadre des obligations de développement durable? Alors, là-dessus, c'est un sujet qui est compliqué, donc je vais essayer de le résumer en quelques minutes, mais ça va être extrêmement compliqué. En gros, le sujet principal, c'est qu'aujourd'hui, EDF, il y a plusieurs sujets. Le sujet, c'est que EDF est en conflit avec l'Union européenne à propos des barrages hydroélectriques, parce que la structuration de l'entreprise EDF telle qu'elle est ne correspond pas à notre réglementation européenne sur les concessions d'infrastructures, et donc il faut qu'on mette en concession, donc que des acteurs privés participent à une concession, donc en fait on privatise les barrages hydroélectriques et ça la France ne veut pas le faire parce que c'est un enjeu beaucoup trop important pour que ce soit donné les acteurs privés, donc on veut préserver cette structure-là, donc le mettre dans une partie d'EDF qui sera vraiment incessible et mis en place au niveau du groupe et pour que vraiment personne ne puisse y accéder. Et il y a un deuxième sujet, c'est qu'aujourd'hui, donc EDF est le fruit d'une histoire de la France qui a développé des centrales nucléaires qui ont été payées par l'État français, et aujourd'hui EDF est obligé de vendre l'électricité produite par les centrales nucléaires à un prix qui est inférieur au coût de production, avec un système qui s'appelle l'ARENH, A-R-E-N-H, qui oblige à vendre à 42 € le mégawatt d'énergie nucléaire, alors que ça coûte plutôt 45, et donc du coup, il y a une espèce de subvention d'EDF à des entreprises concurrentes qui n'est pas viable à long terme. Et donc ça fait partie des deux dimensions qui nécessitent de transformer EDF avec un autre objectif, c'est de faire en sorte que EDF puisse aussi beaucoup plus investir dans la transition écologique. Parce que le problème, c'est que EDF est sous-capitalisé, parce que pendant des années, l'État français a récupéré parce que l'État français possède 87% d'EDF, et donc quand EDF fait du dividende, 87% des dividendes d'EDF est remonté à l'État français. Et que pendant des années, l'État français ayant des problèmes budgétaires, elle a récupéré quelques milliards d'euros qui émanaient d'EDF, au lieu que cet argent soit réinvesti dans EDF pour développer les grands carénages des centrales nucléaires, le développement de l'EPR ou les énergies renouvelables. Et aujourd'hui, EDF n'a pas les moyens pour développer autant de projets de transition écologique qu'il faudrait. Et donc, pour tout ça, il faut qu'on réfléchisse à comment on fait pour demain donner les moyens à EDF de préserver le nucléaire à un prix qui permet à EDF d'avoir des coûts de production qui sont en adéquation avec la rémunération qu'il a, de préserver les barrages hydroélectriques pour qu'ils ne soient pas cédés à des acteurs privés, et pour faire en sorte de lui donner des moyens pour développer dans la transition écologique, dans les éoliennes, les batteries, les bornes de recharge, les photovoltaïques, et les technologies de demain qu'on n'imagine pas encore, mais qui interviendront certainement en termes de transition écologique. Et donc c'est toute la discussion qu'il y a aujourd'hui entre l'État français et Bruxelles pour trouver une voie de passage qui respecte notre réglementation et qui permette ces points durs très importants, le tout étant évidemment de ne pas toucher aux conditions de travail, au statut public d'EDF qui est possédé par l'État à 87%, mais de permettre vraiment à EDF, dans une partie verte, de pouvoir avoir plus d'acteurs privés qui investiraient dans EDF pour dégager des moyens financiers pour faire cette transition écologique. Donc, vraiment, on essaye de trouver le bon créneau entre préservation de nos intérêts et d'une véritable
d'un capital nucléaire français qui est important et qui nous permet d'avoir une électricité très peu chère, et en même temps d'investir sur les technologies de demain. Alors, qu'est-ce qu'on a comme question ? Alors, j'ai une question de Christophe qui revient sur la problématique du préjudice d'image de la catastrophe de Lubrizol, qui est intervenue 3 mois après l'Armada. Si vous aviez vu avec votre équipe réaliser une magnifique carte postale de Rouen et de la région ruinée à cause de l'industrie, j'ai proposé que Normandie Logistique et Lubrizol se fassent pardonner, qu'ils soient les sponsors de la prochaine Armada à hauteur de 2 millions d'euros. Cela permettrait d'éviter au département et à la région de lever des subventions et ce serait une façon simple pour que les pollueurs soient les payeurs. Alors là-dessus, on revient sur la problématique qu'aujourd'hui, on n'a pas établi qui était le pollueur et donc qui devait payer. Parce qu'effectivement, le préjudice, le nuage de fumée émane bien de Lubrizol, donc ils sont responsables de cette pollution, mais ils ne sont pas forcément responsables de l'incendie qui a causé des pollutions. Mais si vous voulez... Il me semble, moi, avoir entendu à de nombreuses reprises les représentants de Lubrizol indiquer qu'ils souhaitaient effectivement être, pour reprendre une déclaration du PDG qu'on avait eue quand j'étais rapporteur de la mission d'information sur Lubrizol, être un bon voisin du site, que Lubrizol soit un bon voisin du territoire de la métropole et effectivement de payer les préjudices qu'ils ont fait subir aux citoyens. Et je crois d'ailleurs qu'ils ont mis en place, enfin c'est même pas je crois, ils ont mis en place une indemnisation très importante des agriculteurs qui ont subi les conséquences de l'incendie de Lubrizol et du coup de ce panache de fumée qui a abîmé des récoltes, et également des citoyens qui ont souffert avec des dépôts de suie sur leur terrain. Donc ils ont joué ce rôle alors que rien n'est obligé d'un point de vue de la réglementation à faire cela. Ils ont voulu aider les citoyens et les agriculteurs en leur apportant une contribution financière et une indemnisation financière aux préjudices subis. Et je crois qu'ils ont toujours indiqué qu'ils étaient volontaires effectivement pour participer un peu à la relance de notre territoire. Ils ont d'ailleurs participé, pour l'anecdote, pendant la crise de la Covid, ils avaient des masques chirurgicaux qui étaient disponibles, donc ils ont cédé leur stock, je crois au CHU, puis à la ville de Rouen au début de la crise, quand on manquait de masques, pour justement participer à l'effort national. Et ils ont même aussi, parce qu'ils fabriquent des produits qui peuvent être intégrés, vous savez, dans les masques chirurgicaux, il y a une partie... à l'intérieur de la partie tissu, il y a une partie chimique, et moi je les avais mis en lien avec un acteur en Bretagne pour qu'il puisse envoyer des produits, des matières premières qui permettaient de fabriquer une partie des masques chirurgicaux. Donc voilà, ils ont participé à l'effort de guerre, et je crois qu'ils ont toujours indiqué qu'effectivement ils souhaitaient participer un peu à un événement pour relancer notre territoire. Malheureusement, après l'Armada, après Lubrizol, on a eu le Covid-19, et donc tout ça est un peu gelé en attente que la crise soit terminée, parce que relancer quelque chose... Alors je pense qu'il ne faut pas attendre l'Armada, parce que la prochaine Armada, c'est quoi, en 2023, 2024, 2025 ? Enfin, je ne sais pas la date exacte, mais enfin, c'est dans suffisamment longtemps pour peut-être qu'on peut faire ça plutôt au moment où on pourra rouvrir les restos, les bars et tous les commerces de notre territoire, et que voilà, pour pouvoir vraiment avoir un élément d'attractivité de notre territoire. Donc je pense qu'il ne faut pas attendre 3 ans, il faut que ça soit beaucoup plus rapidement que ça. Et je crois que jusqu'à maintenant, ils ont toujours indiqué ils avaient envie de participer. Après, il faudra voir avec quelle participation financière, mais je ne pense pas que ça se fasse forcément au détriment d'autres collectivités, mais plutôt peut-être avec un événement de plus grande ampleur qui permettrait de véritablement mettre en lumière notre territoire sans attendre des événements qui les mettent déjà en lumière, effectivement, comme l'Armada. Je crois que nous n'avons plus forcément de questions, et je m'étais fixé comme règle de prendre 1 heure pour faire cette réunion, et on est à peu près dans le timing, donc c'est parfait. Donc, en tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir participé à cet échange. J'espère que vous aurez eu plein d'informations nouvelles qui sont hyper intéressantes sur la transition écologique, sur les mesures qu'on va mettre en place et les mesures qui vont tous nous toucher en tant que citoyens, et des mesures qui sont pragmatiques, qui sont concrètes, qui sont à l'échelle des citoyens et pas trop techno, et qui vont vraiment permettre de nous projeter sur cette transition écologique et cette neutralité carbone en 2050. Et donc je vous souhaite à tous une très bonne soirée et une très bonne fin de journée. Au revoir.